All rise. Veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Mr. Milne. Veuillez poursuivre, Monsieur Milne, dit le président. Monsieur Milne. Par respect pour les personnes décédées et leurs familles, nous n'allons pas vous montrer des photographies des blessures subies par ces victimes. Il serait toutefois édifiant de voir quel fut l'effet de l'explosion sur les véhicules du convoi. Les photos que vous allez voir ont été prises l'année suivante, au moment où les véhicules se trouvaient dans les casernes de la police, où ils avaient été conservés après avoir été enlevés du lieu du crime. Pour déterminer l'ordre dans lequel se trouvaient les véhicules du convoi. Ce sont des experts espagnols qui ont préparé ce graphique pour vous montrer exactement où se trouvait chacun des véhicules. Le véhicule 401 a été gravement endommagé, mais tous les occupants de ce véhicule ont survécu. Vous voyez ici la Jeep Land Cruiser. Le véhicule 402 a lui aussi subi des dégâts importants, mais ses occupants ont survécu. Les deux véhicules, le 401 et le 402, révèlent des preuves manifestes du fait que l'explosion s'est produite derrière eux. Et vous voyez ici le brouilleur qui se trouve dans le coffre arrière du véhicule à gauche. S'agissant de la voiture de M. Hariri, le véhicule 403, ce véhicule a subi de graves dégâts et a été aussi détruit par le feu. Le véhicule 404 a été déchiqueté par l'explosion. Ce que vous voyez ici, ce sont les fragments au sol. C'est tout ce qu'on a pu récupérer de ce véhicule. Et comparé aux autres véhicules du convoi, c'est lui qui a subi le plus de dégâts. Manifestement, c'est celui qui se trouvait le plus près du lieu même de l'explosion. Le véhicule 405 a subi des dégâts très importants lui aussi, a été également détruit par le feu. S'agissant du véhicule 406, il a été lui aussi très gravement endommagé par le feu, même si on reconnaît le châssis. Et il n'était pas parvenu au lieu même de l'explosion. Il s'est arrêté juste avant, comme le montre le cratère. Nous vous montrons ceci non pas parce que nous voulons parler uniquement des voitures, mais parce qu'à notre avis, cette explosion constituait un acte des plus cruels. Le 14 février, les forces de sécurité intérieure du Liban se sont trouvées sur place. Une recherche a été effectuée pour voir s'il était possible de déterminer l'emplacement de parties identifiables du moyen explosif. Et plusieurs parties de véhicules ont été retrouvées, certaines venant du cratère causé par l'explosion. Au cours des jours et des semaines qui ont suivi, d'autres éléments ont été récupérés. On a procédé à une première tentative d'identification du type de véhicule en présentant plusieurs parties qui avaient été récupérées, des parties plus importantes, aux concessionnaires de la région de Beyrouth. Et le premier concessionnaire qui a pu pour fournir une identification positive était en rapport avec les Mitsubishi. Et il a été confirmé que ces parties présentées venaient d'un véhicule Mitsubishi Fuso connu communément sous le nom de Canter.
La description d'un véhicule Canter correspond de près au véhicule observé dans le tunnel et dans l'enregistrement de la télévision au circuit fermé quelques minutes avant l'explosion. On n'a pas observé d'autres véhicules. Aucun véhicule n'a été retrouvé intact sur le lieu de l'explosion et aucun autre véhicule Mitsubishi n'a été identifié comme étant présent sur les lieux de l'explosion. La partie la plus importante des véhicules qui a été récupérée l'a été en août 2005, à savoir 6 mois après l'explosion. C'est à ce moment-là qu'une équipe de criminalistique néerlandaise a procédé avec ses homologues libanais à une recherche minutieuse de la zone devant le Saint-Georges. Et un des enquêteurs a trouvé ceci. C'est une partie du carter du bloc moteur qui présente un numéro d'identification clairement identifiable. Vous le voyez de près ici. Et ce numéro a été présenté a été mis en rapport avec le Mitsubishi Canter et il est apparu qu'il était le numéro d'un bloc moteur d'un camion Canter manufacturé au Japon. Ce bloc moteur, qui est une pièce métallique importante, avait été déchiqueté. Par la suite, on a procédé à un nouvel examen qui a déterminé que la surface avait subi un choc violent. Le véhicule, identifié par son numéro de bloc moteur, avait été importé en passant par les Émirats arabes unis au Liban et avait été vendu en espèces par un concessionnaire à Tripoli, au nord du Beyrouth, en janvier 2005. On n'avait pas le nom de la personne qui avait procédé à l'achat et on n'a pas trouvé trace non plus de déplacement du véhicule avant qu'il ne soit observé à Beyrouth le 14 février. Le tribunal le sait. Une revendication, une affirmation de responsabilité sous forme d'enregistrement vidéo avait été rendue publique peu de temps après l'explosion. Et dans cet enregistrement, on voit une personne répondant au nom de Abu Hadas qui présentait toute une série d'allégations liées apparemment à l'attentat. Nous y reviendrons en temps utile. Nous estimons que c'est là une tentative délibérée et fausse destinée à induire en erreur les enquêteurs. Il suffit de dire à ce stade qu'après avoir identifié Abu Hadas, les enquêteurs ont entrepris toute une série de mesures pour obtenir des échantillons d'ADN qui correspondraient à son propre ADN qui avait été fourni par sa mère et sa sœur. Des comparaisons scientifiques ont été effectuées entre chaque ADN obtenu par l'examen des restes humains organiques récupérés sur les lieux de l'explosion et l'ADN de sa mère et de sa sœur. Et en raison de cette analyse, il est possible de dire qu'il n'y a aucune correspondance entre ces ADN et celui d'Abu Hadas. Je dirais même plus qu'il n'y a aucune preuve obtenue par l'accusation qui montrerait que il est possible d'identifier ou de confirmer la participation de Abu Hadas à l'assassinat de M. Hariri. On a beaucoup enquêté aussi sur le type de moyens explosifs utilisés. Beaucoup de tentatives sont restées infructueuses dans un premier temps. En septembre 2005, la même équipe d'experts néerlandais qui venait de l'Institut médico-légal néerlandais ont de nouveau examiné les lieux du crime, aidés en cela par le docteur Jared Murray de l'Institut médico-légal de l'Irlande du Nord, qui leur a fourni du matériel de prélèvement afin d'analyser les explosifs. Cette activité a été supervisée par le Dr Kratz de l'équipe néerlandaise et les échantillons ont été envoyés à l'Institut d'Irlande du Nord. Et ces prélèvements ont été utilisés sur des éléments récupérés sur les lieux de l'explosion. Et certains de ces éléments ont par la suite été
confirmés comme faisant partie ou étant des parties du camion Canter. Vous le voyez ici sur ce cliché et sur le suivant. Il représente une partie du camion Canter qui présentait des résidus d'explosifs. Ces prélèvements ont été vérifiés pour voir s'il y avait présence des explosifs organiques les plus communément utilisés. Et on a pu confirmer qu'il y avait des traces importantes d'un type d'explosif militaire, cyclotriméthylène trinitramine, connu sous le nom de RDX. RDX, j'en reparlerai, est utilisé à des fins militaires. C'est un élément qu'on retrouve dans d'autres mélanges explosifs tels que le C4 ou le PE4. Sa puissance explosive est 1,35 fois plus importante que celle du TNT. Ce que j'entends par là, c'est que 1 kg de RDX s'agissant de sa puissance explosive, équivaut à 1,35 kg de TNT. Vous comprendrez l'importance de ce propos dans quelques instants. La présence de traces importantes de RDX de la vie du Dr Marais conforte sérieusement l'idée selon laquelle ce qui a été utilisé est un explosif à base de RDX et ces tests n'ont détecté aucune autre forme de résidus explosifs organiques rencontrés communément. On a aussi, dans le cadre de cette analyse, examiné la taille du critère provoqué par l'explosion. C'est ce qu'a fait notamment un représentant de l'Institut néerlandais qui s'est basé sur des photographies prises au moment ou peu de temps après l'explosion et quelques autres prises consécutivement. Son calcul, c'était que même si le cratère est de taille ou de forme irrégulière, il représente un cône inversé avec un diamètre supérieur de 11,4 mètres et un diamètre à la base de ce cratère de quelques 8,3 mètres avec une profondeur de 1,9 mètres. La taille compte car elle nous donnera des données cruciales nous permettant de calculer la taille et la nature de l'explosif utilisé. Un groupe d'experts suisses qui se sont trouvés parmi les premiers experts de criminalistique internationaux à examiner le lieu, a établi que des fenêtres avaient été fracassées dans des bâtiments qui se trouvaient jusqu'à 300 mètres du lieu de l'explosion. Et on a ensuite examiné les parties inférieures des bâtiments se trouvant de l'autre côté du lieu de l'explosion, à savoir le Saint-Georges qui avait aussi subi des dégâts graves du fait du souffle de l'explosion. Et chacun de ces facteurs nous a permis d'obtenir des éléments de preuve importants. S'agissant du calcul précis de la taille et de la nature de l'explosif, ceci fut le fait à la demande de l'accusation de deux experts argentins dont l'étude a été commanditée par l'accusation. Se basant sur les éléments disponibles, ces hommes ont été en mesure de faire une modélisation informatique de l'explosif qu'il aurait fallu utiliser. Ces données s'expriment sous forme de poids en équivalent TNT. C'est là un élément utilisé pour mesurer la puissance explosive. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a utilisé du TNT. Le poids exact de l'explosif ne peut se déterminer que si on connaît la nature de l'explosif utilisé. Ce que ces experts vous diront, c'est que même si le cratère dont on connaît les dimensions aurait pu être provoqué par une bombe de taille moindre enterrée ou une bombe plus importante se trouvant au-dessus du sol, un moyen explosif enterré ne pourrait expliquer l'étendue des dégâts infligés aux fenêtres et aux bâtiments environnants. La nature de ces dégâts ne peut s'expliquer que par un moyen explosif se trouvant au-dessus du sol, qui ferait, d'après les estimations, qui se trouverait à environ 80 cm au-dessus du sol. Quand on voit la forme du cratère,
dans ces analyses informatiques. On voit qu'elle correspond à une matière explosive et présentant une forme ovale et plate. Quand on voit aussi les chiffres obtenus par modélisation informatique, on se rend compte que la taille de cette bombe correspond à quelques 2 tonnes et demie ou 3 tonnes d'équivalent TNT. Le fait que le RDX a une puissance explosive de 1,35 fois supérieure à celle du TNT, il faut comprendre qu'il faudra environ 2 tonnes de RDX pour provoquer une telle explosion. De ce fait, l'accusation est en mesure de dire que la taille de la bombe, sa forme et sa hauteur correspondent tous à la thèse selon laquelle cette matière explosive était transportée à l'arrière d'un camion à plateau qu'on a vu quelques secondes à peine avant l'explication. Il est exclu, vu l'examen de ces facteurs et le poids concerné, que cette matière a été transportée dans une voiture. En bref, l'accusation dit qu'un groupe d'hommes résolus, disciplinés, ont comploté pour organiser et perpétrer l'assassinat de Rafik Hariri à l'aide d'une bombe terroriste aux effets dévastateurs, et que ces personnes, ces 5 accusés nommés, faisaient partie d'un groupe plus grand dont le nombre n'a pas été déterminé, qu'ils savaient et accepter l'idée selon laquelle cet attentat allait tuer ou blesser un grand nombre d'autres personnes et accepter cette conséquence de sang-froid, qu'ils avaient la possibilité d'utiliser et ont utilisé une technologie de pointe, un matériel militaire de qualité militaire, qu'ils avaient planifié cet attentat au fil de plusieurs mois à l'aide d'une surveillance de style militaire, une planification précise, qu'ils avaient utilisé des réseaux téléphoniques au cours de plusieurs mois et qu'ils avaient aussi conspiré pour établir cette fausse revendication de responsabilité. Nous allons vous démontrer que cet attentat a été exécuté à l'aide d'un moyen explosif improvisé transporté dans un véhicule, dans un camion canter qui transportait une quantité considérable d'explosifs de qualité militaire et qui était activé par l'auteur d'un attentat suicide inconnu. L'accusation montrera également que les 2 principaux organisateurs et conspirateurs sont responsables de la planification et de l'exécution de l'attentat. Ce sont les 2 premiers accusés. Les autres ont été encouragés. C'est maintenant M. Cameron qui poursuivra notre exposé. Mr. Cameron. Mr. President, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, l'accusation a pu décrire à la Chambre de première instance la nature de sa cause en termes assez larges et il s'agit en fait de 3 grandes sections. Mon éminent collègue, M. Milne, vous a expliqué quelles seraient les preuves présentées en ce qui concerne la première de ces 3 sections concernant les preuves criminalistiques recueillies sur le lieu du crime et les éléments concernant les victimes de cette explosion. Je vais vous parler maintenant des 2 autres sections. La première concerne les préparatifs effectués par les 4 accusés et leurs co-comploteurs en 2004 et 2005. Dans leur ensemble, ces actes sont nombreux et ont permis aux accusés de réaliser les 4 objectifs connexes suivants. Tout d'abord, il s'agissait de trouver l'endroit où serait assassiné l'ancien Premier ministre. Vous voyez d'ailleurs une planche
ici qui montre la scène avant l'explosion et qui indique la zone qui a été choisie par les auteurs du complot. À droite, on voit l'hôtel Byblos ainsi que l'hôtel Saint-Georges. Et comme M. Milne vous l'a précisé, ceci forme une espèce de canyon qui permettait à cette explosion d'avoir les effets dévastateurs que l'on connaît. Deuxième but connexe, il s'agissait de rassembler suffisamment d'informations fiables concernant les déplacements quotidiens de M. Rafik Hariri afin de savoir quand celui-ci allait arriver à l'endroit choisi pour son assassinat. Sur cette planche, vous le voyez avant, et vous voyez M. Hariri à la place Nechmé quelques instants avant son décès. Troisième objectif, il s'agissait de préparer l'instrument qui allait tuer Rafik Hariri et causer la mort et la mutilation de tant d'autres. Le camion Canter qui allait emporter une énorme bombe et qui allait se diriger à l'endroit précis et détonner exactement au bon moment. Vous voyez ici une photo de ce camion Mitsubishi Canter dans le tunnel. Quatrième objectif connexe, il s'agissait de monter tout un stratagème de nombreuses semaines à l'avance afin de détourner l'attention et orienter les accusations vers d'autres concernant cet attentat. Il s'agissait d'une tentative de mener le peuple libanais sur une fausse piste et de leur faire croire que d'autres étaient coupables de l'assassinat de leur ancien Premier ministre. Vous voyez là un arrêt sur image concernant la vidéo qui indique que Abou Adès était le coupable et l'accusation vous démontrera qu'il s'agissait d'une fiction. Voilà donc les éléments qui concernent la première section. Je développerai ça dans un deuxième temps. La deuxième section s'intéresse aux éléments de preuve à l'appui desquels le procureur identifiera pour la chambre de première instance les meneurs de ce complot d'assassinat au moyen d'attentats terroristes. Les 4 accusés, avec l'assistance d'autres, sont responsables des crimes couverts par l'acte d'accusation. En fait, ces deux sections des éléments de preuve traitent de 2 questions. Comment cela s'est-il produit et qui en sont les auteurs? Comme on a eu l'occasion de le relever, l'analyse des communications par téléphone cellulaire conservées par les opérateurs téléphoniques au Liban au moment du déterminant et autour de celui-ci constitue les caractéristiques particulières des preuves qui figurent au dossier de l'accusation. J'en viendrai ensuite à une description de la nature de ces preuves en détail. Mais il convient de dire pour le moment que ces données de télécommunication proviennent de 2 sources différentes et portent sur 2 domaines différents. La République du Liban est propriétaire de 2 réseaux de téléphones mobiles. Comme vous le voyez sur cette planche, par ordre alphabétique, il s'agit tout d'abord du nom officiel Mobile Interim Company 1 SAL, qui est appelé par son sigle MC1 ou également Alpha. Alpha est géré par Orascom, O-R-A-S-C-O-M, Telecom Holdings, qui était exploité par Celis. Vous verrez pourquoi je vous donne ces indications un peu plus tard. Le deuxième réseau, c'est Mobile Interim Company 2, SAL, qu'on appelle MIC2, appelé également Mobile Telecommunications Company, MTC, qui avait été exploité au vent par Libancell. Pour faire simple, et je crois que vous vous habituerez à ce que les parties et les témoins parlent de ces 2 sociétés sur leur forme plus courte, ça soit Alpha ou MTC. Il y a une 3e société sur cette planche dont je ne vous parlerai plus, si ce n'est en citant seulement son sigle, Ogero, qui était chargé de la gestion des lignes fixes au Liban sous le contrôle du gouvernement libanais. Les données de télécommunications qui ont été reçues de Alpha et de MTC constituent 2 groupes de preuves différents. Le premier groupe de preuves concerne le recueil que chaque opérateur conserve
au cours de ces activités concernant l'utilisation de téléphones cellulaires individuels. Les données brutes fournies par ces entreprises au tribunal spécial pour le Liban ont été versées dans une base de données sécurisée. Ces données ont été ensuite transposées en format permettant la lecture et les recherches, dont des extraits ont été produits à l'attention de la Chambre de première instance. Ces extraits s'appellent aujourd'hui des tableaux séquentiels des appels, qu'on appelle également par le sigle TSA, tableau séquentiel des appels. Les données brutes originelles englobent des relevés d'appels individuels, appels téléphoniques et messages textuels. Ces tableaux séquentiels TSA reprennent une toute petite partie des données qui ont été fournies par ces entreprises, et ce petit sous-ensemble constitue un groupe gérable de données intelligibles et pertinentes pour la Chambre de première instance. Les tableaux séquentiels des appels contiennent les aspects les plus probants des données relatives aux télécommunications. Les tableaux TSA individuels concernent un seul numéro. Dans l'exemple que vous voyez à présent à l'écran, vous voyez un TSA qui concerne le téléphone vert de l'accusé M. Badreddine. En partant de l'avant-dernière colonne à gauche, le TSA reprend toutes les données relatives à ce numéro, l'heure, la date, le nombre du téléphone appelant, le numéro du téléphone appelé, la durée de l'appel exprimée en secondes, l'appareil utilisé, et vous voyez en haut de la colonne le sigle EMEI, qui est le terme technique qui veut dire identité de l'équipement mobile international. Il s'agit donc de l'appareil téléphonique. Et enfin, vous retrouverez le nom du site cellulaire auquel ce téléphone s'est connecté pour passer l'appel. Je reviendrai à l'importance des sites cellulaires dans quelques instants. Vous voyez donc qu'un premier appel sur cette page se passe entre vers 300 et vers 023. Les informations concernant les cellules auxquelles vers 300 s'est connecté lors de la réception de cet appel se trouvent également dans le TSA correspondant pour le numéro vers 300. Il y a un deuxième groupe d'éléments de preuve qui ont été fournis par ces deux sociétés et qui portent sur les stations de base ou les tours elles-mêmes. Ces données ont été reçues par ces entreprises à différentes étapes et ont été également assemblées et réorganisées par le bureau du procureur. Chacun de ces fournisseurs d'accès disposait de son propre ensemble de stations de base et par convention, le nom des stations de base alpha sont en majuscules, alors que MTC utilise un mélange de majuscules ou de minuscules dans leur nom. Je reviendrai à ces éléments de preuve un peu plus tard, et d'ailleurs, vous en entendrez certainement parler en détail au moment utile au cours du procès. À ce stade, nous pourrons nous limiter à 4 éléments d'information importants. 1. Le nom de la station de base, son nom et son emplacement exprimés par des coordonnées de longitude et de latitude. Deuxièmement, les noms des cellules qui fournissent la couverture à partir des stations de base. Troisièmement, l'azimut. Il s'agit de la direction qui suit la ligne partant de la station de base elle-même vers la couverture cellulaire. Sur la planche que vous voyez ici, appelée azimut, qui représente une version idéalisée théorique de ce qu'est un site cellulaire. La station de base est le cercle bleu au milieu de ces 3 formes hexagonales. Ces 3 hexagones A, B et C représentent les emplacements des cellules, des sites cellulaires, et l'azimut qui provient de la station de base et qui passe par ces couvertures cellulaires, c'est la flèche indiquant donc la direction de la couverture. Quatrième élément, il s'agissait de la zone de couverture optimale fournie par ces stations de base. Nous passons maintenant
de la partie théorique hexagonale, donc, à un tracé, une représentation graphique qui a été préparée par l'une des deux entreprises, puisqu'il s'agit ici que de majuscules, il s'agit bien donc de la société Alpha pour Étoile 1, qui est un petit site qui couvre la zone du Parlement et dont vous entendrez bien souvent parler au fur et à mesure de ma déclaration liminaire. L'image à l'écran représente la superposition sur une carte de Beyrouth de la couverture. Et je reviendrai d'ailleurs aux limitations de cette superposition dans quelques instants. Au cours de l'époque des faits, MTC et Alpha fournissaient tous les deux une couverture cellulaire par le biais de quelques 800 stations de base au Liban. Chacune de ces stations de base dispose habituellement de 1 à 4 zones de couverture cellulaire qui en dépendent. Pour votre facilité, et si vous souhaitez d'ailleurs recevoir ça plus tard, nous avons préparé un atlas des sites cellulaires de Alpha et de MTC par ordre alphabétique imprimé sur un papier de grande taille indiquant les stations pertinentes, leurs azimuts et les zones de couverture prévues. Un petit peu plus tard, je vous expliquerai l'importance de la combinaison de ces informations concernant les stations de base et les données enregistrées dans les TSA qui permettent de comprendre les préparatifs effectués par les accusés et les autres auteurs du complot et au surplus, et c'est très important, pour identifier les acteurs principaux comme étant les 4 accusés visés par l'acte d'accusation dont vous êtes saisi et le co-auteur, M. Méry. Le président, M. Cameron, il y a quelques instants, vous proposiez de nous fournir un atlas en format A3. Vous en avez parlé, M. Cameron, dès que cela vous convient, après le démarrage du procès. C'est à ce moment-là que je vous le fournirai. Mais si vous souhaitez l'avoir plus tôt, nous verrons, vous me dites si c'est utile. Avant de poursuivre donc l'examen de la nature des données, j'aimerais en venir également au téléphone cellulaire donc, qui sous-tendent les actes des co-auteurs dans leur préparatif aux fins d'assassiner M. Hariri. En ce qui concerne le procès, nous parlerons donc de 4 grandes catégories de téléphones cellulaires dans la présentation de nos moyens à charge. Il s'agit d'abord de téléphones mobiles successifs qu'on appelle TMS. Ensuite, les téléphones mobiles personnels, les TMP. Troisièmement, des groupes de téléphones identifiés par une couleur. Et enfin, les téléphones utilisés aux fins de la mission ou opérationnels identifiés par couleur. Première catégorie, je vous en parlerai très brièvement, les téléphones mobiles successifs, les TMS, ne sont pertinents qu'en ce qui concerne l'accusé M. Mustapha Badreddine. Leur intérêt essentiel concerne la question de l'attribution, c'est-à-dire l'ensemble des éléments de preuve relatifs à la question de savoir si M. Mustapha Badreddine était bien l'utilisateur de VER 023. Je laisse cette catégorie de côté pour le moment, mais j'y reviendrai plus tard. Et je vous parlerai maintenant des 3 autres catégories suivantes. Il s'agit d'abord des téléphones mobiles personnels, TMP. Ce sont les téléphones utilisés par des personnes à diverses fins, y compris utilisation personnelle et familiale. Et ce sont des appareils différents de ceux que j'appellerai les téléphones utilisés pour la mission ou les téléphones opérationnels. L'accusation vous prie donc de considérer que certains téléphones TMP ont été utilisés aux fins de communication visant les délits, mais ils n'étaient pas consacrés uniquement à cette fin. Deuxième groupe de téléphones qui seront décrits par l'accusation par couleur. Il s'agit de téléphones qui se trouvent quelque part entre les téléphones personnels et les téléphones opérationnels. L'accusation les a décrits comme faisant partie du groupe jaune et du groupe violet. Ce sont des groupes de téléphones qui ne reflètent
pas nécessairement une discipline constante dans leur utilisation ni dans un objectif unique, comme c'est le cas par contre pour les téléphones opérationnels. J'y reviendrai dans quelques instants, mais ils sont bien présents dans certains aspects des préparatifs aboutissant à l'assassinat du Premier ministre. Plus singulièrement, l'accusation vous indiquera qu'un certain nombre de téléphones faisant partie du groupe jaune ont participé à la surveillance de Rafik Hariri fin décembre et début janvier 2005, jusqu'à ce qu'ils aient été écartés de la surveillance et remplacés par les téléphones opérationnels bleus et verts début janvier 2005. L'accusation estime également que les téléphones violets ont été utilisés par les accusés Onessi, Sabra et les co-auteurs du complot Hassan Meri pour communiquer entre eux le président. Il semble que la transcription se soit arrêtée sur nos écrans, en tout cas. Est-ce que tout le monde est dans ce cas? Pouvons-nous nous arrêter quelques instants pour régler le problème technique? Il faut encore une minute pour régler le problème technique. Président, le système va être relancé, mais nous pouvons poursuivre. La transcription a été enregistrée, mais reviendra sur nos écrans. Si ça peut vous convenir, Monsieur Cameron, veuillez poursuivre. Monsieur Cameron, je vous en remercie.
Oui, je vous parlais donc de la position de l'accusation en ce qui concerne les téléphones violets qui ont été utilisés par les accusés Onessi Sabra et le co-auteur du complot, Hassan Meri, qui communiquaient entre eux en ce qui concerne la préparation et la communication de la fausse revendication de responsabilité. Les téléphones violets et jaunes sont importants, mais leur importance en tant que preuve découle de leur utilisation, contrairement aux téléphones opérationnels qui ont d'autres caractéristiques en plus de leur utilisation et qui révèlent leur objectif poursuivi. J'en viens maintenant aux téléphones utilisés pour la mission ou appelés opérationnels. Les preuves indiquent la nature de groupe de ce téléphone et constituent un des aspects les plus importants des moyens à charge. Il existe 3 groupes de téléphones qui relèvent de cette catégorie. D'abord, le réseau vert, ensuite le réseau bleu et enfin le réseau rouge. L'accusation estime que, considérés dans leur ensemble, les éléments de preuve ne sont pas seulement décisifs, mais également accablants et indiquent que ces groupes de téléphones ont été utilisés en tant qu'outil opérationnel à l'époque des faits, aux fins de la coordination des activités des accusés et de co-auteurs du complot qui ont abouti à l'assassinat de l'ancien Premier ministre. Les caractéristiques de chacun de ces réseaux opérationnels est différent. L'importance sur le plan des preuves de ces groupes de téléphone mérite une certaine attention à ce stade de la déclaration liminaire. À présent, vous parlez du réseau de téléphones verts, ce qui est désigné par l'accusation comme étant le réseau de téléphones verts est composé d'un groupe de 18 téléphones, tous achetés dans les mois de juillet et août 2004. Ces téléphones se distinguaient par plusieurs aspects, des aspects importants. La présentation de nos moyens de preuve démontrera que lors de la période des faits, il existait 2 possibilités d'obtenir un accès à des lignes téléphoniques cellulaires auprès d'opérateurs au Liban, l'achat préalable de crédit sans contrat, les téléphones prépayés et la conclusion de contrats pour une période de temps donnée, les téléphones à paiement différé. Le réseau vert, les téléphones du réseau vert étaient les seuls téléphones opérationnels à paiement différé. Ce réseau a été constitué à la suite de l'achat de 18 téléphones achetés dans 2 boutiques du sud de Beyrouth sur 4 ou 5 semaines en juillet et août 2004. 9 identités ont été fournies pour conclure les contrats relatifs à ces téléphones chez Alpha, chaque identité étant associée à 2 téléphones. Les contrats étaient identiques pour chacun des 18 téléphones. Lors de la présentation de ces moyens, l'accusation soutiendra que ces 18 téléphones ont été achetés dans l'intention de les gérer en groupe. Les téléphones à paiement différé nécessitant un lien contractuel entre l'opérateur et l'acheteur, les formalités administratives sont plus compliquées que celles de l'achat d'un téléphone prépayé. Les moyens de preuve montreront que la procédure suivante a été suivie pour ce qui est des contrats Alpha. Premièrement, le client choisit un numéro de téléphone chez le vendeur, remplit un formulaire de demande indiquant des informations telles que le nom de l'abonné, son adresse, le nom de son père, sa date et lieu de naissance, le nom de sa banque et son numéro de carte de crédit. Ensuite, le vendeur transmet la demande à Alpha pour approbation. Ensuite, Alpha entérine ou valide la demande, active la carte SIM qu'elle envoie au vendeur afin qu'elle puisse être utilisée dans un appareil. Vous entendrez qu'une carte SIM est l'un des 2 composants d'un téléphone cellulaire, l'autre étant l'appareil ou le combiné. Ensuite, le client se présente dans la boutique pour enlever la carte SIM activée. En l'occurrence, avec les formulaires de demande figuraient également des photocopies des cartes d'identité des abonnés. Vous pouvez voir ici,
pour vers 023, 071 et 300. Enfin, pour le 023, il s'agit du téléphone qui était en possession de M. Méry, selon l'accusation. Ces cartes d'identité que vous pouvez voir à droite de l'écran, avec les formulaires de demande à gauche, donc ces cartes d'identité semblent de prime abord être authentiques et avoir été délivrées par le ministère libanais de l'Intérieur et des municipalités, chacun contenant un tampon officiel du ministère au bas de la carte. Toutefois, les moyens de preuve démontreront que le ministère de l'Intérieur et des municipalités du Liban a confirmé n'avoir aucune trace des 9 cartes d'identité utilisées dans les 18 demandes d'abonnement, dans le cadre de ce que l'accusation désigne comme étant le réseau vert. Il vous reviendra de conclure que les documents utilisés pour obtenir ces 18 contrats étaient des faux. 9 jeux de faux documents officiels ont été produits et utilisés pour obtenir ces 18 contrats alpha. Cette fraude est la première caractéristique significative et importante de ce groupe de téléphone. La question suivante qui se pose est de savoir pourquoi il était nécessaire d'utiliser de fausses identités pour obtenir ces contrats. L'une des finalités courantes de l'utilisation de faux documents pour se procurer des biens et services est la fraude au détriment du vendeur ou, en l'espèce, de l'opérateur téléphonique afin de se procurer les dits biens ou services sans en payer la totalité du prix. La présentation des preuves démontrera, je l'espère, que le motif ici n'était pas la fraude, mais tout autre chose. Les archives commerciales d'Alpha indiquent qu'une personne se rendait chaque mois, vers la fin du mois, au centre clientèle d'Alpha, à Fournel-Shabak, à Beyrouth, pour régler en espèces l'intégralité du montant revenant aux 18 téléphones. Ces paiements ont été effectués de la sorte chaque mois entre septembre 2004 et mai 2005. Ensuite, ils ont cessé pour ne plus reprendre. Il est important de signaler que ces paiements n'auraient pas pu être effectués à la suite de la réception d'une facture d'Alpha, car les adresses et noms indiqués à la société sur les formulaires de demande étaient faux. Quelqu'un avait été chargé de suivre les échéances et de veiller à ce que les paiements relatifs aux 18 téléphones soient effectivement payés, soient effectués chaque mois. Le président, Monsieur Cameron, mauvaise nouvelle. La transcription des propos ne peut se faire jusqu'à la pause, mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez continuer, sauf si certains ont des objections à poursuivre sans compte-rendu d'audience. Mais je précise que l'enregistrement continue à se faire et la transcription des débats se fera plus tard dans la journée. Vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Donc, quelqu'un avait été chargé de suivre les échéances et de veiller à ce que les paiements relatifs aux 18 téléphones soient effectués chaque mois afin que l'on puisse les maintenir en service. En effet, quelqu'un était responsable du maintien en service de ces 18 téléphones entre août 2004 et mai 2005. Nos moyens de preuve vous démontreront que les paiements initiaux effectués auprès d'Alpha au fin de l'activation des 18 téléphones verts s'élèvent à 1 260 $ et que le total des paiements mensuels s'élève à 6 115,06 $, ce qui donne un total de 7 375,06 $ pour les téléphones cellulaires. Des montants supplémentaires ont dû être dépensés pour l'achat des appareils. Ces paiements mensuels démontrent que le but de l'utilisation de faux documents pour la signature des contrats téléphoniques n'était pas la fraude au détriment d'Alpha. Dès lors, la seule conclusion raisonnable qui s'impose est que ces documents ont été utilisés afin d'éviter que les utilisateurs ne soient identifiés ou retrouvés et que cette intention délibérée existait dès l'achat des téléphones.
Le deuxième ensemble de preuves très révélateur de la nature de ces téléphones a trait à la manière dont ceux-ci ont été le président, Monsieur Cameron. Vous n'avez pas vos écouteurs, mais c'est la première fois, il y en aura sans doute d'autres, que les interprètes vous demandent de ralentir. Je pense que cela est de nature à nous aider, à aider les interprètes et les sténotypistes. Monsieur Cameron, je m'excuse auprès des interprètes qui font un travail difficile. Donc, j'ai parlé de l'élément fraude comme première caractéristique, fraude qui n'était pas d'ailleurs l'intention de l'utilisation des faux documents, mais au contraire, la fraude avait pour but de préserver l'anonymat des acheteurs des téléphones. Le deuxième ensemble de preuves très révélateurs de la nature de ces téléphones porte sur la manière dont ces téléphones ont été utilisés dans les semaines qui ont précédé qui ont suivi leur achat. Ces moyens de preuve doivent être considérés en tenant compte du fait avéré que chaque mois, quelqu'un se présentait chez Alpha pour effectuer les paiements relatifs aux 18 téléphones. Le dernier paiement a eu lieu en mai 2005 et ensuite les téléphones ont été désactivés par Alpha. 5 des téléphones de ce groupe de 18 n'ont été utilisés que pour une période de moins de 60 jours, du 4 août au 1er octobre 2004. Ils n'ont donc plus été ultérieurement. Je vous expliquerai ultérieurement pourquoi le fait que ces téléphones n'ont pas été utilisés après le 1er octobre 2004 est très révélateur lui aussi. 5 autres lignes n'ont pas été utilisées avant avril 2005. L'une d'entre elles n'a enregistré ou n'a effectué qu'un seul appel. 3 téléphones n'ont été utilisés que de manière sporadique entre août 2004 et juillet 2005. Lors de la période couverte par l'acte d'accusation, le nombre d'appels effectués à partir de ces 3 téléphones peut être qualifié de minimal et les téléphones étaient essentiellement en contact avec un seul numéro. Toutefois, 3 téléphones se sont mis à être utilisés d'une manière tout à fait différente des autres. Et vous pouvez voir les numéros de ces téléphones affichés à l'écran. L'activité téléphonique de ces 3 téléphones sera abordée plus tard, mais indépendamment du fait que ces téléphones sont maintenus en service par le biais des paiements mensuels, qu'en est-il des 15 autres téléphones à l'époque des faits? Indépendamment des appels sporadiques de 3 téléphones, tous destinés à un seul numéro, les autres 12 téléphones, soit se sont tus, soit ont cessé d'être utilisés dès le 1er octobre 2004. Ce qui signifie qu'entre le 1er octobre 2004 et le 14 février 2005, ce groupe de téléphones était quasiment inutilisé, même si des paiements étaient faits pour eux cette semaine, sauf pour les 3 téléphones qui, selon nous, sont attribuables à Badreddine, Mary et... non, pas Mary, qui n'est pas un accusé, en tout cas Mary, membre du complot également, et l'accusé Ayash, comme l'illustre cette diapositive. La manière selon laquelle ces 3 téléphones ont été utilisés représente le 3e aspect probant, important, pour ce qui est du réseau vert. Une petite explication sur la convention utilisée pour la nomenclature. Pour simplifier les choses, l'accusation
a, par convention, utilisé 3 éléments pour désigner les numéros de téléphone. Je vous donne l'exemple suivant. Premièrement, seuls les 3 derniers chiffres du numéro de téléphone sont utilisés. Deuxièmement, le réseau auquel appartient le téléphone est identifié par un code de couleur. Le 3e élément est le nom de l'accusé si l'accusation estime que des preuves indiquent que ce téléphone appartenait à l'accusé. Quatrièmement, il y a des personnes dont l'identité est inconnue qui sont désignées comme des sujets, mais qui semblent avoir utilisé régulièrement plusieurs téléphones. Et les moyens de preuve montreront que certaines de ces personnes utilisaient plus d'un réseau téléphonique. S9, par exemple, a un numéro bleu, 864, ainsi qu'un numéro jaune, le 024. J'espère que vous concluront que l'utilisateur du 864 bleu et du 024 jaune est une seule et même personne. On parlera souvent d'utilisateurs utilisant plusieurs téléphones. Et lorsque les sujets sont identifiés, il est plus facile de leur attribuer le numéro de téléphone que lorsqu'il s'agit de sujets non identifiés. Pour en revenir au réseau vert, entre le début octobre 2004 et février 2005, ce réseau a fonctionné comme un réseau totalement hermétique. Il semble qu'il y ait eu des protocoles très clairs régissant l'utilisation des téléphones. Il semblerait également que les utilisateurs aient fait preuve d'une grande discipline, dont le chef notamment de Badreddine Ayache et l'autre membre du complot Hassan Merhi. Donc ils ont fait preuve d'une grande discipline dans leur utilisation des téléphones verts. Vous pouvez voir ici un triangle au sommet duquel vous avez le vert 023, Badreddine, à gauche Ayache et à droite Merhi, également participant au complot. Et les règles étaient les suivantes. Aucun téléphone vert n'appelait ou ne recevait d'appel d'un autre téléphone que les 2 autres téléphones verts. Donc, le vert 023, au sommet du triangle, Badreddine, appelait le vert 300, Ayache à gauche, et le vert 071, Merhi, à droite. Le vert 300, Ayache, n'appelait que le vert 023, Badreddine, mais jamais, au grand jamais, le vert 071, Merhi. C'est la raison pour laquelle il y a un trait entre Badreddine Ayache et entre Badreddine et Merhi, mais aucune entre Merhi et Ayache, et entre Ayache et Merhi. Et le 023, de la même manière, Merhi appelait Badreddine, mais aucun appel entre Ayache et Merhi. Aucun téléphone n'a été utilisé pour envoyer des messages textes et des messages SMS. Au début de la mise en place de ce régime, l'on a constaté 3 appels entrants qui dérogeaient à la règle le 13 octobre, mais cela n'a duré quelques secondes. Et après le 13 octobre, cela ne s'est plus reproduit. Ensuite, le protocole a été suivi à la lettre jusqu'à la cessation d'activité des téléphones. Le dernier appel du vert 071 Merhi a eu lieu 7 jours avant l'attentat. 1 heure avant l'assassinat du Premier ministre le 14 février 2005, le vert 300, Ayache, se trouvait près du site de l'explosion projetée et a effectué son dernier appel vers le numéro vert 023 Badreddine
Ensuite, ces deux téléphones n'ont plus jamais été utilisés. Je vais vous réexpliquer comment ces téléphones verts ont été utilisés par les deux accusés et leur complice Mary après avoir parlé de la nature des deux autres ensembles de téléphones opérationnels, bleu et rouge. Toutefois, sur la base des moyens de preuve que j'ai décrits, il revient d'être tribunal de conclure ce qui suit. Les téléphones verts ont été achetés en utilisant de faux documents dont le but unique de dissimuler les véritables identités des utilisateurs. Deuxièmement, les téléphones verts utilisés par les accusés et l'autre membre du complot Mary étaient un sous-ensemble d'un plus grand groupe de téléphones maintenus en service pour une utilisation à des fins secrètes. Troisièmement, la personne ou les personnes gérant l'utilisation des téléphones verts disposaient d'une autorité opérationnelle suffisante pour imposer le silence à tous les autres téléphones verts du groupe, à quelques exceptions près, exceptions que j'ai évoquées précédemment. Et de cette manière, les 15 autres téléphones étaient soit pas actifs ou se sont tus au cours des mois qui ont précédé l'assassinat de Rafik Hariri. Ces 3 téléphones ont été utilisés pour la dernière fois dans la semaine et dans l'heure qui ont précédé l'assassinat pour ne plus l'être jamais par la suite. Prises dans leur ensemble, ces preuves démontrent de manière très convaincante que ce réseau de 18 téléphones était destiné à être utilisé comme outil opérationnel secret à des fins illicites. À un moment donné, l'une de ces fins s'est concrétisée par l'assassinat de l'ancien Premier ministre. À ce moment-là, les autres téléphones verts se sont quasiment tous tus, bien que des milliers de dollars aient été dépensés pour les maintenir en service. Et ces 3 téléphones verts, comme il a été établi, formaient un réseau hermétiquement enfermé destiné à la coordination des événements qui ont mené à l'explosion du 14 février de ces téléphones ayant été utilisés dans l'heure qui a précédé l'explosion. Ensuite, ils ont disparu à jamais. Maintenant, deuxième groupe, le groupe bleu. Pendant la période des faits, ce groupe de réseau bleu a été constitué par 3 téléphones et est allé jusqu'à 15. Donc tous étaient des téléphones prépayés. 7 des téléphones ont utilisé les services d'Alpha, alors que 8 utilisaient ceux de MTC, qui étaient fournisseurs d'accès. Pendant la période des faits, nous pouvons répartir ces téléphones bleus en 3 groupes. Le premier groupe a été constitué de 3 téléphones qui ont été achetés à un moment donné au début octobre 2004. Vous voyez ici ces 3 téléphones et les numéros de sujet auxquels l'accusation attribue l'utilisation de ces téléphones, à savoir S5, S7 et S14. Vous allez entendre énormément d'éléments de preuve concernant S5 et S7 au départ, au stade préliminaire du complot, jusqu'à la période qui a abouti à l'explosion. Micro, Monsieur le Président. Oh, I'm very sorry. S is mere. Monsieur Cameron, excusez-moi. S est une lettre qui signifie tout simplement sujet. Sujet numéro 5, le Président. Vous voulez dire une personne inconnue? Monsieur Cameron, tout à fait, c'est bien cela. S correspond à l'abréviation de sujet, désignant une personne inconnue. Bien, j'ai dit tout à l'heure qu'à un moment donné, ce réseau bleu a été compris de 15 téléphones. Le premier groupe était les 3 numéros que vous avez présentés ici. Ces 3 numéros ont été achetés à un moment donné en octobre 2004. Ces 3 téléphones ont utilisé comme fournisseur d'accès MTC. Et ces 3 téléphones ont été utilisés le même jour, à savoir le 18 octobre 2004.
Alors, contrairement aux téléphones à paiement différé, il n'était pas nécessaire de présenter des documents d'identité aux vendeurs, que le fournisseur d'accès soit Alpha ou MTC, aux fins d'obtenir un téléphone prépayé. Il était parfaitement possible d'acheter de manière anonyme des cartes SIM de l'un ou l'autre de ces fournisseurs d'accès. Néanmoins, les éléments de preuve qui vous seront présentés montreront que dans cette période, il y avait une campagne de promotion qui a eu lieu visant à ce que les revendeurs obtiennent des acheteurs des informations pour des fins de marketing. Et donc les revendeurs touchaient une commission s'ils fournissaient les noms et les adresses de leurs clients à l'entreprise. Les revendeurs ne recevaient pas de bonus s'ils vendaient un téléphone à un client de manière anonyme, à moins de communiquer le nom d'une autre personne. Les éléments de preuve présentés montreront que certains revendeurs avaient en fait transmis des noms et des adresses qui étaient fictifs ou avaient recyclé les coordonnées d'autres clients de manière à pouvoir toucher leur commission. Les éléments de preuve démontreront que les noms officiellement associés à ces 3 téléphones prépayés du réseau bleu, de même qu'aux autres 12 téléphones bleus dont je vais parler très prochainement, étaient soit fictifs ou recyclés, ou dans le cas de 2 téléphones entièrement absents. L'accusation ne va pas exploiter le caractère frauduleux de ces fiches d'identité dans le cadre de la commission des crimes qui nous intéressent. Contrairement aux documents falsifiés qui sont utilisés pour obtenir des contrats d'alpha pour les réseaux verts, qui sont attribuables à l'acheteur de ces téléphones-là dans le réseau vert, il est fort possible que ce soit les revendeurs qui aient donné des informations erronées à l'entreprise, au fournisseur d'accès, et que ce soit eux qui soient responsables de cela et non pas l'acheteur. Mais pour autant, l'accusation estime que l'on peut néanmoins en tirer des déductions, en dire qu'aucune information au sujet de l'identité a été fournie par les acheteurs des cartes du réseau bleu auprès du revendeur. Parce que si cela avait été le cas, eh bien, il n'y aurait eu aucune raison à ce que les revendeurs avancent des noms fictifs ou recyclés. Alors, pour revenir à téléphone bleu, à partir du moment où ils ont été utilisés pour la première fois le 18 octobre 2004, ces 3 premiers téléphones du réseau bleu ont constitué un réseau fermé, hermétique. Il y a eu sporadiquement quelques appels passés à ces numéros de temps à autre, mais de tous de durée très brève, mais aucun de ces 3 téléphones du réseau bleu n'ont téléphoné à d'autres téléphones en dehors de ceux qui se trouvaient dans le réseau bleu. Fin décembre, d'autres téléphones ont commencé à être rajoutés au réseau bleu, ce qui a porté le nombre à 15 téléphones, comme je l'ai dit tout à l'heure, en janvier 2005. Néanmoins, dans cette période intermédiaire entre le 18 octobre et le 22 décembre 2004, ces 3 téléphones achetés au début octobre ont suivi exactement à la lettre les 5 protocoles qui régissaient l'utilisation des téléphones verts. Pendant cette période, aucun téléphone bleu n'a passé ou reçu d'appel à un autre téléphone en dehors des 2 autres téléphones du réseau bleu. Vous verrez la même chose, le même type de triangle que celui qui a été présenté concernant le réseau vert. Le S5 qui est en haut, le S14 qui est en bas à gauche et le S5 que vous voyez en bas à droite, S14 à gauche et S7 à droite. Donc S5 appelé S7 et S14, S7 appelé S5 mais n'appelez jamais S14 et S14 pour sa part appelé S5 mais n'a jamais appelé S7. Aucun téléphone n'a été utilisé pour ni envoyer ni recevoir des messages textuels, des SMS. Ici, vous voyez les points communs de structure existants entre les 2 réseaux qui existaient à ce moment-là. Ces protocoles ont donc été respectés au sein du réseau bleu entre le 18 octobre jusqu'au 22 décembre, moment auquel, pour la première fois, le bleu S7 a contacté le bleu S14 directement. Le lendemain de ce contact, le réseau bleu a commencé à être étoffé
quand on y a rajouté d'autres téléphones bleus. Alors, ces téléphones bleus qui ont été rajoutés proviennent de deux sources. La première source est constituée par un groupe de 7 téléphones prépayés pour lesquels Alpha était fournisseur de services. Ces téléphones avaient été activés pour la première fois en décembre 2003, mais n'avaient pratiquement pas été utilisés jusqu'à ce qu'ils soient utilisés pour se rajouter au réseau bleu un an plus tard. Les preuves présentées montreront que l'utilisateur d'un téléphone prépayé devait rajouter du crédit sur son téléphone tous les 30 jours. S'il ne le faisait pas, le service était couplé et il ne pouvait plus passer d'appel. Pour ajouter du crédit sur son téléphone, l'utilisateur devait acheter ce qui est communément appelé une recharge ou une carte téléphonique émise par le fournisseur d'accès. L'utilisateur devait appeler un numéro qui dépendait du fournisseur. Dans le cas d'Alpha, le numéro était le 1456 et il devait saisir électroniquement les chiffres figurant sur la recharge. Ainsi, le fournisseur créditait le montant sur le téléphone, sur le compte du téléphone. Ces cartes de recharge étaient vendues à des montants prédéfinis, la plus basse étant de 25 $. Entre le moment de leur première activation en décembre 2003 et jusqu'à ce qu'ils soient utilisés afin d'agrandir le réseau bleu fin décembre 2004 et début janvier 2005, c'est-à-dire plus d'une année plus tard, eh bien, ces 7 téléphones n'ont été utilisés en tout et pour tout que pour passer 27 appels et pour passer 9 SMS ou communication textuelle. Sur cette diapositive, vous voyez l'illustration du moment où ces ajouts sont devenus actifs. En foncé, sur les 7 rangées correspondant aux 7 numéros de téléphone correspondent à des appels sporadiques entre le moment de la première activation le 17 décembre et le 23 décembre pour les 2 dernières rangées. Et comme cela est illustré, la période au cours de laquelle chacun des téléphones est véritablement devenu actif en dehors d'appels sporadiques, comme on peut le voir dans les 5 premières rangées. Donc la période au cours de laquelle ces téléphones sont devenus véritablement actifs, c'est lorsque l'on commence à voir la barre en foncé, donc 23 décembre et 7 janvier jusqu'au 10 janvier 2005. Il convient de souligner qu'il n'y a aucune activité téléphonique qui a eu lieu entre ces téléphones entre le 9 août 2004 jusqu'à ce qu'ils soient intégrés au réseau bleu, c'est-à-dire en décembre. Donc, les 7 téléphones sont restés totalement muets pendant une période de 4 mois et demi avant de redevenir actifs fin décembre 2004 ou début janvier 2005. Bien qu'ils aient été très peu utilisés, comme les 2 téléphones verts d'ailleurs qui n'ont jamais utilisé, et d'ailleurs 2 téléphones bleus n'ont pas été du tout utilisés avant d'être intégrés au téléphone bleu, du réseau du téléphone bleu, chacun des 7 téléphones a continué à être rechargé tous les mois de manière à pouvoir bénéficier d'une continuité de service. Et dans les faits, ces téléphones qui avaient été acquis en décembre 2003 étaient pratiquement rangés ou en suspens, si je puis dire, pendant une année entière avant d'être remis en service actif de manière à pouvoir agrandir le réseau bleu en décembre 2004 ou janvier 2005. Du fait que la procédure de recharge demandait à appeler un numéro de service, c'est-à-dire le 1456, les relevés de la société Alpha contiennent des informations concernant l'heure de l'appel et concernant la station de base à laquelle les téléphones se sont connectés au début de l'appel. Et en fonction des jours pendant lesquels les téléphones ont été rechargés et des stations de base qui ont été utilisées, eh bien, les éléments de preuve démontreront que pendant cette période intermédiaire qui a duré 1 an, les 7 téléphones ont en fait été gérés par 2 différentes parties. L'une qui était chargée d'en recharger 5, alors que l'autre était chargée d'assurer la continuité de service des 2 autres.
Sur cette planche, vous voyez les dates à partir du moment où les téléphones sont véritablement devenus actifs, donc à partir des 3 premiers, le 18 octobre, et enfin avec l'arrivée du dernier téléphone qui a été rajouté le 12 janvier 2005. J'ai dit plus tôt que les éléments de preuve présentés allaient démontrer que les téléphones rajoutés au réseau bleu qui faisaient passer ce nombre de 3 à 15 émanaient de 2 sources. D'abord, le 7 groupe des téléphones alpha que je viens de décrire. Alors, la deuxième source maintenant est constituée de 5 téléphones prépayés qui, là, font appel aux fournisseurs d'accès MTC. Bien qu'il n'y ait pas de preuves tangibles quant à la date de leur achat, les éléments de preuve pourront démontrer que les téléphones ont été commercialisés à un moment donné entre le 10 décembre 2004 et le 4 janvier 2005 et que les premiers appels ont été passés entre le 7 et le 12 janvier. Du fait de l'agrandissement du réseau bleu, qui est donc passé de 3 à 15 téléphones, certains des protocoles d'origine qui régissaient l'utilisation des 3 premiers téléphones d'origine ne pouvaient plus être utilisés, alors que d'autres ont continué à durer, à être utilisés. La même discipline que celle qui s'appliquait aux utilisateurs du réseau bleu a perduré. Les appels passés par les téléphones bleus s'inscrivaient pratiquement exclusivement à l'intérieur du réseau. Si on prend le groupe, on peut dire que 97% de tous les appels passés par les téléphones bleus pendant la période d'effet étaient des numéros du réseau bleu. Même lorsque le réseau a été élargi à 15 téléphones, le réseau est resté extrêmement hermétique et extrêmement discipliné. Les téléphones ont cessé d'être rechargés des mois après l'assassinat, à l'exception d'un seul qui a poursuivi son existence jusqu'à au moins 2010. Pour les 14 téléphones restants qui ont continué d'être actifs pendant la période des faits, les éléments de preuve montreront que lorsqu'ils ont été désactivés, il y avait un solde total restant de 4 287 $. Je vais maintenant passer au réseau rouge. Le tiers des réseaux de téléphone opérationnels est celui que l'accusation appelle le réseau rouge. À peu près au moment où le réseau bleu était étendu de 3 à 15 téléphones, des mesures étaient prises en parallèle afin de créer un réseau rouge. La date précise d'achat reste inconnue, mais les éléments de preuve présentés démontreront que c'est entre le 24 décembre 2004 et le 4 janvier 2005 que 8 cartes SIM prépayées de l'opérateur Alpha ont été achetées dans l'une ou plusieurs boutiques dans un quartier bien circonscrit de Tripoli. Tout comme pour les téléphones bleus prépayés, des fausses identités ont été transmises aux revendeurs d'Alpha. Chacune de ces identités correspondait à des acheteurs récents de téléphones dans les mêmes boutiques, dont tous ces acheteurs que nous avons vus ont déclaré qu'ils n'avaient rien à voir avec ces cartes SIM-là. Mais pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure concernant les incitations promotionnelles offertes par la compagnie de téléphone, incitant donc les revendeurs à donner les noms et coordonnées des clients, eh bien, les identités recyclées ne correspondent pas à ceux des véritables acheteurs. Et le procureur estime qu'il n'y a pas d'informations concernant l'identité qui a été transmise par le véritable acheteur des cartes du réseau rouge. Parce que si cela avait été le cas, eh bien, les revendeurs n'auraient eu aucune raison d'utiliser des cartes recyclées, des identités recyclées. L'ensemble des 8 cartes SIM ont été utilisées dans des combinés pour la toute première fois le 4 janvier 2005 au moment où ils ont été connectés sur des stations de base dans la banlieue de Tripoli. Par la suite, l'ensemble des 8 téléphones rouges dont vous voyez les numérés ici
sur cette planche vous montrera qu'on peut attribuer le rouge 741 à AH. Pour ce qui est des 5 autres téléphones, ils sont les téléphones de sujet, du sujet 5 au sujet 9, et ils sont toujours utilisés par les mêmes utilisateurs de téléphones bleus, S5 et S9, jusqu'à S9, et qu'il y a 2 téléphones rouges, le rouge 572 et le rouge 662, qu'il est impossible d'attribuer à un sujet. Et on ne les voit en activité que dans les semaines précédant l'attentat, ce qui nous donne un ensemble principal de 8. Est-ce que vous voulez dire que les 2 derniers numéros, le rouge 562 et le rouge 662, n'ont jamais utilisé Monsieur Cameron? Excusez-moi si je vous ai donné cette impression. Si ils ont été utilisés, ces numéros, jusqu'au début février, et c'est à ce moment-là qu'on les a mis de côté. S'agissant des numéros utilisés à partir du 1er février jusqu'au 14 février, ce sont ceux les plus utilisés au moment de l'attentat. Mais ceux du bas, dans cette planche, ont été utilisés dès leur activation le 14 janvier 2005 jusqu'au début de la semaine de février. Pourquoi les a-t-on attribués à des ou ne les a-t-on pas attribués à des sujets? C'est parce que nous n'avons pas d'autres éléments corroborant des liens entre ces numéros et d'autres utilisateurs. On verra qu'on ne peut les attribuer que lorsque il y a un autre téléphone qui est utilisé par un de ces sujets. C'est à ce moment-là qu'on peut effectivement établir une corrélation entre un numéro et un utilisateur. Alors, apparemment, ce sont des individus isolés qui se sont servis que d'un téléphone. L'un de ces personnes a utilisé le rouge 562 et l'autre le rouge 662. Le juge, merci. Nous avions cette planche d'activation du réseau bleu. Nous en partons pour vous montrer comment s'intègrent les téléphones rouges dans les instruments utilisés par les membres du complot. Vous voyez la date d'activation des téléphones rouges ici. Elle se situe le 4 janvier 2005. Mais si l'on parle de l'utilisation véritable, il faut la placer le 14 janvier 2005. Les 2 téléphones rouges du bas, le rouge 562 et le rouge 662 ne sont plus utilisés en février, mais les 6 autres téléphones rouges restent en activité jusqu'au 14 février 2005. À partir du moment où ils sont utilisés, le 14 janvier, les téléphones rouges constituent un réseau fermé. Seuls sont appelés d'autres téléphones rouges. On ne reçoit et on ne place aucun autre appel en dehors du réseau, à l'exception de quelques différences, aberrations moindres qui s'expliquent logiquement. Les éléments de preuve devraient démontrer que ces téléphones connectés à des stations de base de Beyrouth et des environs, ainsi que aux abords de la 2e résidence de l'ancien Premier ministre à Fakra et à Tripoli. Examinons rapidement ce cliché qui montre la distance séparant Beyrouth de Tripoli, à savoir approximativement 84 km. Il y avait 2 téléphones rouges qui n'avaient pas été attribués à des sujets. On a cessé de les utiliser le 3 décembre 2005. Les autres 6 téléphones sont restés en activité littéralement jusqu'à quelques minutes précédant l'assassinat de M. Hariri.
et tous les 6 ont cessé de fonctionner par la suite à tout jamais. Que ce soit les cartes SIM ou les combinés du réseau rouge n'ont plus jamais été utilisés. Et ceci revêt une importance considérable s'agissant de l'administration de la preuve concernant l'utilisation du réseau rouge qui a commencé ses activités le 14 janvier. Je vais aborder un autre domaine. Je ne sais pas si le moment se prête bien à la pause déjeuner. Le président, parfaitement. Nous allons maintenant faire une pause et nous reprendrons les débats à 14h30. All rise. Veuillez vous lever.